que c'était passionnant. Je sais comment Patrice, à Dunkerque, a fait de la transition écologique non pas un obstacle, mais un outil et un intérêt. Faire comprendre l'intérêt à agir de ses concitoyens. Je sais comment Fabien règle les questions de gouvernance au sein de son intercommunalité, ce club des maires qu'il a réussi à faire. Je sais comment Virginie Carollo a réussi à créer cette communauté d'agglomération qui résultait de fusion de communes et comment tout ça arrive à vivre et à vivre très bien, comme quoi on arrive à faire changer les choses. Et je sais comment Éric Kerrouche est un sénateur, il faut le souligner, un sénateur qui défend l'intercommunalité. Il y en a, et il y en a même plusieurs. Vous avez vu? Ça va? Ben, finalement, mais je voulais surtout accueillir Agnès Pannier-Runacher à ce congrès, parce que Agnès est une ministre que nous connaissons bien, que je connais bien maintenant, depuis pas tant d'années que ça, nous sommes jeunes encore, ma chère Agnès, puisque Agnès Pannier-Runacher a été à l'industrie, sujet éminemment important pour nos intercommunalités, est aujourd'hui à la transition écologique, en étant passée aussi par l'agriculture. C'est une ministre qui connaît très bien ses dossiers et qui est à l'écoute et qui est attentive à ce que les équilibres de nos territoires soient préservés. Et je sais que dans les missions qui sont les siennes, elle ne pourra pas oublier à quel point les intercommunalités ont aujourd'hui au cœur de leurs compétences et au cœur de leurs convictions la nécessaire réussite de la transition écologique. Je pense que dans les budgets qui sont les nôtres, presque de la moitié de nos budgets d'investissement, au minimum, sont consacrés à la transition écologique. Quand vous occupez de l'eau, je ne veux pas paraître un peu monomaniaque sur cette question, quand vous occupez de l'eau et de l'assainissement, quand vous occupez des mobilités, quand vous occupez des déchets, quand vous vous occupez de la rénovation énergétique de l'habitat, il me semble que vous avez fait un grand morceau de toutes les compétences qui sont liées à la transition écologique. Et ma chère Agnès, je sais qu'avec la pugnacité qui est la tienne, tu défendras dans ce PLF 2025 des outils au service des territoires. Je sais que ça ne va pas être facile, mais sache qu'on compte sur toi. Et en tout cas, je voulais te remercier devant tout le monde d'avoir toujours été le ministre à notre écoute et attentive à nos préoccupations. Merci. Si, vous restez. Vous restez, et je crois même que vous avez quelques questions pour la ministre. Je pense que mon introduction a suffi. Bon, bah écoutez, Madame la ministre, alors, je vous en prie. Bon, bah, merci beaucoup, cher Sébastien. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. D'abord, c'est pas une position facile que d'être ministre en ce moment, vous l'avez entendu, et je veux vraiment tirer un coup de chapeau à Catherine, parce que quand vous êtes ministre et que vos enveloppes sont drastiquement diminuées, évidemment, il faut les défendre. Il y a cette notion de responsabilité financière que l'on a, et en même temps, on est là pour vous défendre chacun dans nos portefeuilles. Et donc, il y a ce point d'équilibre à trouver. C'est évidemment plus facile quand on est en période de plan de relance ou en période de France 2030, comme je les ai connus par le passé. Je suis très heureuse d'être ici parce que le Premier ministre l'a dit, dans le combat que nous avons sur la transition écologique, on met en regard la dette financière et la dette écologique. Je suis là sur mon téléphone un certain nombre de territoires qui passent progressivement en vigilance rouge. J'ai les Cévennes, où on m'informe que 700 mm d'eau devrait tomber d'ici la fin de la journée. 700 mm d'eau, c'est énorme. Voilà. J'ai des cours d'eau qui sont en train de passer en vigilance rouge, donc j'envoie des textos un peu affolés à tel député, à tel ancien ministre, à telle personne pour les prévenir en disant suis l'actualité, je sais que tu es à Paris, mais attention. Et puis en fait, je n'arrive plus à suivre. Et ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'on va concentrer nos moyens sur la gestion des crises, là où il va falloir
les repositionner autant que possible sur l'anticipation. Et la partie que nous jouons, elle se tient au fond sur 2 pieds. L'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, et ça, on a plutôt bien fait. Parce qu'on a démarré la journée pas que sur des bonnes nouvelles, ou pas que sur des échanges faciles. Je veux juste redire que ce pays, la France, a baissé ses émissions de gaz à effet de serre de 5,8% en 2023, qu'il continue sur une trajectoire de l'ordre de 4,8%. Alors, c'est un peu moins bien, donc il faut toujours être méfiant. Mais quand même, on est aujourd'hui sur la trajectoire de la neutralité climatique. Il y a 5 ans, tout le monde nous aurait rayonné, et ça, on l'a fait parce que tout le monde s'est mobilisé, et en particulier les intercommunalités se sont mobilisées. Et ça, je veux vous remercier. Il faut savoir aussi reconnaître les succès. Et en fait, vous avez à peu près pris la mesure de ce qu'il faut faire sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Quand on parle de rénovation thermique, quand on parle de mobilité douce, quand on parle d'énergie renouvelable, ces sujets-là sont devenus dans vos agendas de plus en plus prégnants, et moi j'ai des conversations avec des élus locaux qui sont devenus les champions de la géothermie, des mérites propres de l'éolien posé versus versus le photovoltaïque au sol, et tout ce genre de choses. Et on voit bien qu'on est en train d'améliorer drastiquement notre niveau de jeu. Le deuxième pilier, c'est l'adaptation au changement climatique. Et ce deuxième pilier est en train de s'inviter dans nos vies quotidiennes beaucoup plus rapidement que ce qu'on le pensait. C'est ces épisodes climatiques à répétition que nous vivons. Et là, il va falloir aussi serrer les coudes ensemble. Serrer les coudes ensemble, c'est comprendre ce qui est à l'œuvre, rehausser toutes nos appréciations de niveau de risque. Je vais vous parler d'un territoire que je connais, mais je ne sais pas si Olivier Gacquer est dans la salle, mais il pourra décrire en long et en large et en travers ce que nous avons vécu. On a vécu 1,5 fois la crue centenale ces 9 derniers mois. 1,5 fois. Ça veut dire que nos modélisations étaient erronées de 50%. Ce que nous croyons être un événement ultime qui n'arrive qu'une fois tous les 100 ans n'était pas du tout au bon niveau. Et donc, premier élément, comment on prend la mesure de ce qui est en train de bouger dans les paramètres. Deuxième élément, comment on prend la mesure sur tous les secteurs du jeu. Sur tous les secteurs du jeu, ça veut dire effectivement la solidité de nos infrastructures. On ne peut plus aujourd'hui imaginer que le moindre projet sorte, nouveau, sans se poser la question, est-ce que ça résiste aux aléas climatiques ? Parce que vous n'allez pas faire des investissements qui sont prévus pour durer 50 ans et qui sont remis en question par un événement climatique qui arrive au bout de 10 ans. Ce n'est pas possible, ce n'est pas tenable. Sauf qu'il faut vous armer en ingénierie, parce que c'est facile à dire, de dire qu'il faut anticiper l'adaptation au changement climatique. C'est un peu plus technique, et c'est, je dirais, vos prochains sujets d'études, probablement dans les années qui viennent. Donc plus aucun projet ne peut sortir sans se poser cette question-là. De même qu'il va falloir accompagner les habitants et se dire que là aussi, alors qu'il y a une forme d'anxiété, de tétanisation par rapport à l'obstacle, qu'on peut tous être acteurs de cette transformation et de cette adaptation. Dans le Pas-de-Calais, où je suis élue, il y a une commune qui a mis en place une réserve citoyenne de sécurité civile qui s'est mis en place de manière un petit peu acrobatique à la première inondation, mais qui du coup aujourd'hui crée une vraie solidarité avec une vraie implication des habitants, ce qui fait que ces quelques dizaines d'habitants, c'est pas énorme, hein, ces quelques dizaines d'habitants sont formés. Du coup, ils entraînent leur famille et leurs voisins. Du coup, quand il y a un problème, il y a cette solidarité qui se met en place. Et au fond, c'est tout ce qui est un peu immatériel, qu'on ne compte pas dans nos budgets, qu'on ne voit pas dans nos financements, mais qui crée beaucoup plus de résilience sur les territoires. Et cette logique-là humaine, je pense qu'elle est aussi indispensable si on veut embarquer les Françaises et les Français.
Madame la ministre, est-ce que vous avez terminé ce propos? Et donc, oui, je vous annonce qu'on va lancer le plan national d'adaptation au changement climatique avec le Premier ministre le 25 octobre prochain. Et ça sera effectivement pour moi l'occasion derrière de préparer toute une série de travaux en lien avec la grande conférence nationale de l'eau qu'a annoncé le Premier ministre dans sa première prise de parole devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Et évidemment, pour moi, vous êtes des acteurs incontournables sur ces différents leviers. Merci. Virginie Carolo-Luttre, vous aviez une question? Oh, j'en ai plein, mais j'ai vu l'heure. On va essayer d'en passer 2. Je m'en fais porte-parole un peu tous mes collègues ici. Je pense qu'on joue le jeu depuis des années. On a fait nos plans climat, énergie, air territoriaux. On est quasiment tous soit adoptés, soit en cours. Donc on a dans le tiroir ce qu'il faut faire. On fait aussi, on a joué le jeu avec nos communes sur l'accélération des énergies renouvelables. Les schémas, ils ont quand même été faits quasiment à 90% avec l'aide des interconnectés. Donc maintenant, on sait quoi faire. On a un peu tout dans la boîte. Moi, je vais vous demander quel outil vous allez mettre à notre disposition. Vous connaissez notre ADN de dire que ça doit partir du terrain. On l'échangeait encore tout à l'heure avec mes collègues. On a un contrat, on a des projets. Maintenant, il va falloir passer au do tank. Comment on va faire pour vous allez nous accompagner? On va parler finances, forcément, mais ça, on peut l'éluder parce qu'il y a plein d'autres sujets aussi. Il y a la simplification des procédures, des normes, l'accompagnement. Il y a aussi la possibilité, demain, de faire en sorte que les territoires soient maîtres de leur destin à travers la différenciation et accélérer pour pouvoir aller plus vite. Je dirais aussi que ce qui est important dans notre contractualisation, on a tous fait des projets de territoire, l'étape suivante, c'est la décentralisation. On est responsable, faites-nous confiance pour accélérer les transitions. On a tous les documents. Il nous faut les moyens techniques, financiers et juridiques pour pouvoir aller plus vite et accélérer. Qu'est-ce qui est prévu en la matière? Alors, je vais répondre de manière très concrète. C'est à construire. Voilà, c'est à construire. Et d'ailleurs, Catherine l'a dit de manière similaire, et je pense que de ce point de vue-là, on partage la même philosophie, c'est que nos portes sont ouvertes sur des contractualisations. Alors, on a des outils comme les CRTE, on a des outils au travers des SRADET aussi, pour organiser cela, avec leurs limites que vous connaissez, donc je n'ai pas besoin de les décrire. Sur les financements, deux choses. Il y a les financements qui figurent dans le budget, les financements qui ne figurent pas dans le budget. S'agissant des financements qui figurent dans le budget, moi, mon enjeu, c'est d'essayer d'éclairer la représentation nationale sur les financements qui ont le plus d'impact. Si j'avais 10 millions d'euros de plus de crédit, je les positionnerais probablement plus sur le fonds chaleur que sur ma prime rénov', ça peut surprendre, parce que ma prime rénov', nous sommes arrivés à une exécution d'1,7 milliard. Là, on avait 2,3 milliards de crédits en 2024. Donc, on a plutôt un problème de rythme et d'accompagnement. Alors que le fonds chaleur, on sait qu'il y a des caisses de projets, que ces projets ont un coût d'abattement absolument redoutable, hein, moins de 50 euros par tonne de CO2 évité, qu'ils contribuent à améliorer le pouvoir d'achat, parce que ça stabilise le prix, voire ça le fait baisser, que donc c'est un instrument qui fonctionne très bien. Et que pour 10 millions d'euros de crédit de paiement, on a 300 millions d'euros de projets financés. Donc c'est là où il va falloir, et c'est là où moi je souhaite aussi travailler avec vous, pour resserrer vers les dispositifs qui ont le plus d'impact. Les dispositifs qui ont le plus d'impact. Quand on n'a pas d'argent, il faut être sélectif. Et il faut aussi savoir nettoyer devant notre porte. Tous les projets qu'on a financés n'avaient peut-être pas la même priorité ou le même impact ou la même valeur. Et c'est pas grave, l'important c'est de sélectionner les meilleurs aujourd'hui. Et moi, il y a 3 éléments. C'est ceux qui ont un impact sur le pouvoir d'achat, ceux qui font baisser le plus rapidement les émissions de CO2 et ceux qui sont opérationnalisables le plus rapidement. Opérationnalisables voulant dire aussi probablement une simplicité d'approche. On sait que vous aviez tous plébiscité le fonds vert parce qu'il y avait une simplicité dans la mise en œuvre du fonds vert. Donc je dirais sur la question, voilà. Il ne disparaît pas. Hein.
ne disparaît pas. Je rappelle qu'il a été créé en 2023, donc morceau avalé n'a plus de goût. N'oublions pas que c'est un objet qui est raisonnablement récent. Deuxième élément, c'est l'ingénierie. Ça, pour le coup, il y a beaucoup à faire sur l'ingénierie et on travaille notamment dans la préparation du Salon des maires pour pouvoir améliorer toutes les données d'ingénierie sur l'adaptation au changement climatique et vous faire une offre qui soit globalisée. Parce qu'on a des gens bons, hein. On a l'ADEME, on a le CEREMA, on a Météo France, donc c'est un élément sur lequel on veut avancer et avec des outils très précis. Je pense à une première chose très concrète, visibiliser les 150 îlots de chaleur les plus évidents, tels qu'ils ressortent des analyses des experts. Vous donnez cet outil-là en disant c'est à cet endroit-là, dans mon agglomération, que j'ai un îlot de chaleur qui, dans 10 ans, va être infernal. Ça peut orienter et vous aider à aller plus vite dans l'aménagement de vos politiques. Troisième chose, c'est tout ce qui est extra-budgétaire. Il faut aller chercher, j'ai demandé à mes équipes de vraiment en faire une priorité, tout ce qui n'est pas budgétaire. Nous n'utilisons pas suffisamment l'argent de l'Union européenne. Je le dis très simplement, très concrètement, mais par rapport à plein d'autres pays, on sent qu'on est moins mort de faim. Maintenant, il faut devenir mort de faim. Nous avons des certificats d'économie d'énergie. Nous avons des crédits carbone. Nous avons des crédits biodiversité. Nous avons le tiers financement. Il va falloir se retrousser les manches pour que ces outils-là ne soient pas juste dans des textes ou dans la théorie, mais qu'on puisse les déployer plus concrètement et en étant plus sélectif. Les certificats d'économie d'énergie, ça existe très largement. C'est 5 à 6 milliards d'euros par an. Donc c'est loin d'être une paille dans les logiques de financement que nous portons. Sur l'énergie, dernier point. Merci pour votre mobilisation. J'avais dit à Sébastien, qui était un peu fâché que l'Interco ne soit pas chargé de faire remonter les zones d'accélération. Je lui avais dit, tu vas voir, de toute façon, ils vont avoir besoin de toi. Donc, fais une offre de service. Et c'est ce qui se passe. 90% des intercos se sont mobilisés pour faire les zones d'accélération. Là où on va avoir besoin de faire un deuxième tour, c'est qu'on a encore à apprendre collectivement. On voit fleurir un nombre de projets de panneaux photovoltaïques tout à fait importants un peu partout. C'est l'énergie, enfin, tel que ça remonte, ça va drastiquement augmenter les coûts de l'électricité produite en France. Donc moi, je vais faire les calculs, vous me connaissez. Facts and data, des faits et des données. Et on va travailler comme ça de manière itérative parce que l'objectif, c'est quand même à la fin de produire notre propre énergie, mais de la produire à un coût très compétitif pour continuer à industrialiser. Et ça, c'est important pour moi. Merci beaucoup. Les outils de l'État, il faut qu'ils pensent ingénierie opérationnelle. Oui, c'est pour ça voilà, que c'est vraiment important. Les études, on les a faites. Il faut maintenant qu'on réalise. Je dirais Virginie Carolo-Luttrau, il nous reste 5 minutes. Oui, donc il faut qu'il y ait questions et réponses. Ça va être très simple. L'eau est au cœur de nos politiques publiques, non seulement dans ses usages, mais aussi dans la prévention des risques majeurs. Les usages, c'est pour l'agriculture, c'est pour l'industrie, pour les habitants, tout en évitant la pollution, les pollutions éternelles, comme on l'entend. Et la deuxième question, sur les risques majeurs, je vous ai entendu dire tout à l'heure, il va falloir construire les futures industries pour la souveraineté industrielle française, et on va le faire de manière à lutter contre les risques, notamment de l'eau ou des inondations. Mais pourquoi pas faire avec ? Parce que les autres entreprises, les habitations autour, le monde agricole autour de ces zones industrielles, ils vont être impactés doublement. Je me pose toujours la question on s'intéresse aux nouveaux projets, on les remet à 1 mètre plus haut, mais tous les autres autour, par vase communicant, se retrouvent finalement en difficulté pour rester sur le territoire. Et là, je pense qu'il y a aussi un état d'esprit, une culture par rapport à l'eau, où on doit faire avec. Elle peut rentrer, elle peut ressortir. Je sais bien que le centennal va arriver tous les 10 ans, peut-être même tous les 5 ans, mais là-dessus, il y a certainement un dogmatisme à changer pour faire en sorte qu'on construise différemment, pour préserver les espaces déjà existants et pour demain construire l'avenir avec les nouvelles constructions. Je pense que là-dessus, il y a aussi des travaux et des propositions à faire. Alors, totalement, le fait de dire que quand vous construisez quelque chose de nouveau, vous devez intégrer l'adaptation au changement climatique, ne veut pas dire que du coup, vous essuyez les pieds sur ce qui existe déjà. Enfin, ce n'est pas du tout l'objectif. Et je vais reprendre l'exemple du Pas-de-Calais, parce que finalement, 4e inondation en 8 mois, on commence à avoir élevé notre niveau de jeu. Ce qu'on voit, c'est que vous avez effectivement toute une construction écosystémique à penser. Et qu'il faut revoir les pratiques agricoles pour être capable d'absorber l'eau.
Il faut penser toute la question de la compensation environnementale lorsqu'on a de nouveaux projets industriels. Mon camarade Patrice Vergrit, qui a été confronté parfois à une forme de colère de la part des élus du Pas-de-Calais sur le thème « Oui, avec tous tes projets industriels, c'est de ta faute, tu as imperméabilisé ». Bon, c'est un peu rapide comme... mais ça donne une idée effectivement de ces conflits d'usage sur l'utilisation des espaces. Et puis on va devoir savoir qui est inondé et qui ne l'est pas. Et quels services rendent ceux qui sont inondés à ceux qui ne le sont pas. Puisque c'est aussi cette question-là. Donc il y a tout le quantitatif qui suppose de revoir la gouvernance, qui suppose, et on est en train de commencer à le faire, et c'est pas facile. Et c'est pas facile, je ne vais jamais dire que c'est facile. Par bassin, en essayant d'avoir vraiment une vision systémique de l'amont à l'aval, sinon on risque de faire des gros dégâts. Vous avez des gens qui disent « il n'y a qu'à curer les forêts, les fossés, c'est tellement facile ». Et en fait, vous accélérez l'écoulement de l'eau et vous arrivez à des catastrophes, y compris qui mettent en danger la vie humaine, donc attention. Et ça, il faut le construire de manière très consensuelle dans les usages. Et puis, il y a la qualité de l'eau. On en a parlé avec Sébastien Martin. Moi, j'avais préparé une feuille de route sur la qualité des captages de l'eau. Je ne peux pas vivre dans un monde où certaines intercos de plusieurs dizaines de milliers d'habitants ne reposent plus que sur un captage. Et on en a une qu'on connaît tous les deux. C'est pas possible. C'est une prise de risque trop importante. Et donc, là aussi, ce même exercice de factualiser, porter le diagnostic et regarder quels sont les remèdes. Et ça ne peut se faire là aussi qu'avec l'ensemble des usagers. Donc ce n'est pas seulement les élus locaux, c'est les industriels et c'est les agriculteurs. Et ce n'est pas simple, mais si on ne le fait pas tout de suite, on risque d'être dans des situations de risque sur la qualité de l'eau majeure. Et vous savez comme moi que quand il y a des sécheresses, on concentre les polluants et donc, ça c'est l'effet... retour, vous avez les inondations, mais de l'autre côté, vous avez les sécheresses, vous pouvez avoir des sujets d'approvisionnement en eau majeurs. Et on sait tous que quand il y a de la solidarité entre les communes et une forme d'organisation, c'est plus efficace. En tout cas, moi, j'observe que les communes qui étaient toutes seules à avoir la compétence étaient plus vulnérables que celles qui pouvaient s'appuyer sur leurs collègues communes à côté au sein d'une interco. C'est ce qu'on peut, là encore, très factuellement observer. Donc vous pouvez compter sur moi pour être factuel et essayer de vous apporter le maximum d'éléments pour prendre les bonnes décisions et m'assurer qu'elles soient prises au niveau du terrain. Feuille de route captage d'eau, grande conférence nationale sur l'eau, et on déroule tout le travail absolument remarquable qu'a fait mon prédécesseur Christophe Béchu sur le plan eau. Madame la ministre, je sais que vous avez tous faim et on va aller manger. Dans 3 minutes. Waouh, donc on va faire vite. Je le fais sans filer parce que nous n'en avons pas parlé avant, mais vous savez que cette association, et d'ailleurs on en a parlé hier lors de notre Assemblée Générale, puisqu'on a mobilisé des moyens sur cette question, s'est mobilisée contre le projet de consigne des bouteilles plastiques, contre le projet Coca-Cola. Et on a demandé aux Français s'ils voulaient qu'un bien collectif comme les déchets soit propriété de Coca-Cola ou soit propriété du service public. Et on s'est mobilisé là-dessus. Je crois qu'on a été entendu à l'époque, mais ça fait du bien de reconfirmer les choses, vous voyez. Ça fait du bien de... Je ne sais pas, c'est peut-être maintenant quelque chose que je vais faire à chaque congrès. Est-ce que vous pouvez bien nous confirmer l'abandon de la consigne et que nous allons nous mettre autour de la table sur d'autres manières d'agir, mais en tout cas, confirmer l'abandon de la consigne qui mettait à mal tout notre système de traitement et de collecte des déchets et le financement de la collecte des déchets. Parce que je veux bien qu'on nous demande d'aller faire des efforts financiers, mais si pour en plus mettre en place des trucs qui bénéficient à Coca-Cola plutôt qu'aux collectivités, je ne suis pas d'accord. Alors là, Sébastien Martin, je vais avoir une réponse qui va peut-être ne pas vous satisfaire, ne pas te satisfaire. Non, c'est pas. Je vais être très claire. Nous sommes un des pays européens qui avons le taux de collecte le plus faible sur les plastiques. Ah si, on n'est pas bon. Et ça nous coûte
Entendez le chiffre parce qu'il va vous intéresser. 1,5 milliard d'euros. 1,5 milliard d'euros. Alors, je vais vous dire une chose, et ça aussi, c'est un élément sur lequel j'ai donné une mission à mon cabinet. Celui qui arrive dans mon bureau avec une solution pour que ces 1,5 million d'euros deviennent 750 millions d'euros, parce que ça ne sera pas zéro, il ne faut pas raconter, mais 750 millions d'euros, et que plutôt que de dépenser de l'argent qui sort du budget de l'État, on contribue à l'effort de guerre qui nous est demandé, il est le bienvenu. Et donc, toutes les options sont sur la table, parce que manifestement, on n'y est pas encore. Et moi, je ne peux pas être dans une situation d'échec. Donc, je sais que vous avez au deuxième rang là quelqu'un qui est très mobilisé sur les filières de responsabilité élargie. Moi, ma porte est ouverte, mais je ne peux pas rester sur cet échec et je ne peux pas accepter qu'on dépense 1,5 milliard d'euros. Et la consigne plastique, ça fait partie des options. Ça fait partie des options. Donc, si vous avez une meilleure solution et surtout, si vous atteignez les résultats, vous aurez tout mon soutien. Mais c'est des résultats qu'on cherche, ce n'est pas des paroles. Donc je fais bien de reposer la question à chaque congrès.